Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Beausoleil, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances que j'aurai le plaisir d'animer. Cette rencontre nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus des trois recherches-actions menées dans le cadre du programme de recherche-action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur par Marie-Alexandre de l'Université du Québec à Rimouski, par Émilie Tremblay-Ragg de l'Université du Québec à Montréal et par Jean-François Boutin de l'Université du Québec à Rimouski. Ces chercheurs et chercheuses nous présenteront les grandes lignes de leur recherche. La rencontre se terminera à midi 20 et nous aurons un petit 15 minutes de pause pour recharger notre concentration vers 11h20. Avant tout, j'aimerais remercier, je préciserai que ces trois recherches-actions ont pu être réalisées grâce à un partenariat précieux du FRQ avec le ministère de l'Éducation. Ce partenariat dure depuis maintenant plus de 20 ans et nous remercions chaleureusement le MEQ pour son implication active dans le soutien de la recherche et sa reconnaissance de l'importance de ces recherches pour éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Nous les remercions de leur confiance et de nous accueillir cette année dans le cadre de la Journée numérique en éducation. Il faut savoir que les programmes d'action concertée sont entièrement financés par par des partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche. Les fonds de recherche, quant à lui, est responsable de la gestion du programme et au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, il organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. Le principal objectif du programme de recherche-action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur est de développer les connaissances sur les usages du numérique les plus susceptibles de favoriser la réussite éducative à tous les ordres d'enseignement afin de soutenir le développement et le maintien de la compétence numérique tout au long de la vie. C'est d'ailleurs avec brio que les équipes ont réalisé ce défi, ce que vous pourrez constater dans quelques instants en écoutant leur présentation ou encore en consultant leur rapport de recherche accessible sur le site web du Fonds. Donc, vous êtes plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter des trois projets et vous provenez de milieux diversifiés, ce qui est bien stimulant et qui promet une période d'échange assez riche. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe dispose de 25 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant 10 minutes, pendant les 10 minutes qui suivront leur présentation. Caroline Bélanger, conseillère en recherche et en transfert, qui est responsable du programme au ministère de l'Éducation, a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice. Elle pourra ainsi relayer vos questions à l'équipe invitée. Elle sera un peu comme votre porte-voix. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section discussion que vous pouvez identifier dès maintenant en bas de votre écran. Par ailleurs, je vous informe que ces questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et participantes. Elles ne sont que accessibles aux panélistes que vous voyez présentement dans votre écran. Et puis, je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique et je la remercie de veiller ainsi sur nous. Et puis, sachez finalement que la rencontre, notre rencontre aujourd'hui, elle est enregistrée et la captation sera diffusée en ligne dans quelques jours. Cela dit, la période de questions ne sera pas rediffusée, donc nous vous invitons de rester jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Marie-Alexandre à nous présenter son projet de recherche-action s'intitulant Soutenir la transition présentielle formation à distance d'enseignantes et d'enseignants au collégial. Conception et mise en place de pratiques pédagogiques innovantes en réponse aux besoins des étudiants et des étudiantes utilisant les environnements numériques d'apprentissage.
Maintenant qu'elle diffuse sa présentation, je vais la introduire très rapidement. Donc, Marie-Alexandre est professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est directrice du laboratoire des savoirs des métiers paramètres. Elle a dirigé pendant près de 5 ans, de 2010 à 2016, le seul programme universitaire d'enseignement en formation professionnelle à distance, agréé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Rappelons-nous qu'à l'époque, ces deux ministères étaient réunis. Sur le plan scientifique, elle a reçu plusieurs subventions à titre de chercheur principal pour des projets qui touchent les environnements numériques d'apprentissage, les déterminants de pratiques didactiques et technologiques innovantes d'enseignants et d'enseignantes, expérimentés interordres en formation à distance, le savoir enseigné en FAD à l'université et la fonction didactique et pédagogique des outils numériques. Elle est également lauréate d'un trophée numérique pour le laboratoire virtuel Paramètres et on la félicite pour cette reconnaissance. Ses nombreuses publications et ses travaux sur la formation des formateurs et l'intégration du numérique dans le contexte de formation rayonnent au niveau national et international. Nous sommes donc très heureux de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Et donc, Marie-Alexandre, c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci pour cette belle présentation. C'est avec plaisir et avant la présentation, je le disais à mes collègues, c'est toujours avec fébrilité puis un peu de stress qu'on présente un travail qui a occupé mon équipe et moi 4 ans de ma vie sur le titre. Alors, merci au ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, merci au Fonds de recherche, société et culture pour nous avoir permis de travailler à l'intérieur de ce projet-là qui, à la fin, vous le verrez tout à l'heure, ouvre encore plus de questionnements qu'il enferme. Alors, notre projet s'intitulait La transition formation en présence, formation à distance d'enseignants au collégial, conception et mise en place de pratiques pédagogiques innovantes en réponse aux besoins des étudiants qui utilisent des environnements numériques d'apprentissage. Nous avions répondu à un appel de proposition de l'action concertée thématique qui répondait aux besoins 5. Quels sont les besoins des étudiants et des étudiantes en contexte de formation à distance? Quelles pratiques pédagogiques permettent de mieux répondre à ces besoins? Trois objectifs, des mots-clés à l'intérieur de ces objectifs. Documenter le savoir enseigné en FAD, production d'un répertoire de pratiques pédagogiques, que je vous rappelle qu'on était avant la pandémie, donc on est encore dans le mot innovant. Deuxième objectif, expliquer selon une logique de genre l'adéquation entre ces pratiques mises en place en FAD et la réponse aux profils et aux besoins exprimés par ces étudiants qui utilisaient des environnements numériques d'apprentissage. Et on voulait à la fin documenter le processus de transition par produire une forme de modélisation évolutive, bien sûr, d'une démarche d'accompagnement lors de ce processus transitionnel. Un aperçu de l'approche méthodologique. Je vous dis tout de suite que j'ai fait un PowerPoint un petit peu plus riche avec à la fin euh, une espèce de tableau beaucoup plus exhaustif de l'approche méthodologique. Pour l'instant, pour ces 25 minutes, allons-y avec des outils de collecte de données qui ciblaient les personnes étudiantes et les personnes enseignantes. 2 outils de collecte de données pour les personnes étudiantes, une enquête par questionnaire, des entretiens individuels et collectifs. Et pour les personnes enseignantes, je vous rappelle que le savoir enseigné était le cadre conceptuel, le processus didactique était le cadre conceptuel qui nous permettait de documenter ce savoir enseigné-là. Donc, chez les personnes enseignantes, 3 outils de collecte de données, des entretiens individuels selon le type d'entretien d'explicitation de Vermeersch qui nous permet d'aller chercher le vécu de l'action, le recueil des plans de cours. Je vous rappelle qu'on a fait au-delà de 4 ans 165 analyses de plans de cours, un millier de stratégies didactiques et aussi un groupe de collaboration professionnelle qui a été, je dirais, actif tout au cours des 4 ans, particulièrement les 2 premières années alors qu'on est tombé en plein dans la pandémie. Tout de suite, au niveau des résultats,
Les caractéristiques personnelles des personnes étudiantes qui faisaient partie de notre projet. Je vous rappelle qu'on était dans une recherche-action à l'intérieur du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je dis beaucoup, je vous rappelle, puis là, je viens de me rendre compte que vous n'étiez pas là, mais ça fait 5 fois que je présente cette recherche-là. Donc, pour ceux que c'est la première fois, il était important pour nous de savoir dans les 4 programmes qui étaient ciblés par cette recherche-action-là, qui étaient nos personnes étudiantes et qui étaient nos personnes apprenantes. On avait 71% des personnes étudiantes qui étaient âgées de 20 ans et plus dans 3 programmes techniques. Ça a un impact sur les résultats et ça ouvre tout un autre chantier de recherche fort intéressant. 86% des personnes étudiantes ont déclaré avoir un intérêt très élevé ou élevé pour les études. Elles y consacrent en moyenne 22 heures par semaine. 86% des personnes étudiantes ne songent pas du tout à abandonner leurs études, alors que 14% y songent occasionnellement. Les principaux motifs d'abandon, comme vous pouvez le voir, manque d'intérêt, charge de travail trop lourde et des difficultés qui sont autant scolaires, personnelles et financières. Un deuxième résultat, un portrait favorable et même très favorable chez les personnes étudiantes de plus de 20 ans. Ces principales caractéristiques qui étaient associées à l'âge des personnes étudiantes, c'est que comparativement aux autres, moins de 20 ans, la personne étudiante qui a de bons résultats scolaires, elle bénéficie moins d'un soutien financier pour les études de la part de ses parents. Elle accorde moins d'importance au fait de gagner de l'argent rapidement. Elle n'éprouve pas de difficultés scolaires dans son programme actuel, accorde moins d'importance au plaisir, ne songe pas à abandonner ses études et bien sûr, moins d'importance à la consommation de biens matériels. Euh, dans la satisfaction des étudiants et des étudiantes à l'endroit du personnel enseignant, un énorme taux de satisfaction, 98%. Ce que les personnes étudiantes nous disent, c'est que les personnes enseignantes en formation à distance utilisent efficacement l'environnement numérique d'apprentissage. Elles connaissent bien leur contenu enseigné. Ici, je me permets une petite parenthèse. Vous savez que le collégial est la première marche de l'enseignement supérieur et les personnes qui enseignent doivent être des spécialistes de contenu, donc une forme de double identité. Et les cours en pédagogie ne sont pas requis, même si on a plein de programmes de perfectionnement pédagogique, mais il n'y a pas de brevet d'enseignement comme tel à l'enseignement supérieur, un peu comme à l'université. Elles sont présentes, les personnes enseignantes sont présentes dans l'environnement du numérique d'apprentissage. Leur façon d'être présente est absolument magnifique, configurée de diverses façons. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Les personnes apprenantes nous disent, les personnes enseignantes s'impliquent dans notre réussite, fournissent des rétroactions fréquentes, maintiennent une relation significative avec le groupe, suscitent des interactions, soutiennent l'intérêt. On s'est aussi interrogé sur les modes synchrones et asynchrones utilisés par les personnes enseignantes, parce que la formation à distance peut se représenter selon un continuum de distance entre présence et espace, synchrone en temps réel, asynchrone, vraiment pas du tout en temps réel, avec un espace en différé aussi. Donc, le mode synchrone, sans surprise, nous amène un taux de satisfaction de 84,3%, alors que le mode asynchrone est préféré pour moins de 20% des personnes étudiantes. La plupart des enseignants qui faisaient partie de cette recherche-là avaient une plus ou moins proportion entre les deux, mais ils utilisaient les deux façons. Les aspects positifs et négatifs des types d'interactions qui ont été révélés par les personnes étudiantes. On a vu 3 types d'interactions entre les personnes apprenantes elles-mêmes, entre les personnes enseignantes et les personnes apprenantes, entre les personnes apprenantes, le contenu et les modalités d'enseignement. Ces 3 types d'interactions-là sont aussi reconnus par l'ensemble des auteurs recensés. Elles sont importantes. Il n'y en a pas une de plus importante que l'autre, mais les 3 sont nécessaires, je dirais, à mettre en place un,
un environnement dynamique en formation à distance. Certains aspects positifs, la dynamique, l'entraide, on reconnaît aussi entre les interactions entre les personnes enseignantes et les personnes apprenantes, et ça ressort beaucoup. L'accessibilité, la proximité des personnes enseignantes à distance. Donc, une présence certaine à distance, des rétroactions fréquentes, le maintien d'une relation significative, la diversité des outils numériques, j'aurais pu mettre une petite flèche entre les deux, parce que ce maintien d'une relation significative entre les personnes enseignantes et apprenantes fait appel à une diversité des outils numériques. Excusez-moi, les interactions entre les personnes apprenantes, contenu, modalités d'enseignement. Je vous rappelle que nous avions près de 70% des personnes qui avaient plus de 20 ans, donc qui avaient à faire de la conciliation études-famille, la gestion du temps, bien sûr. Ça répond aussi à certains traits de personnalité chez les personnes apprenantes et on a l'utilisation de stratégies d'enseignement interactives, c'est reconnu par l'ensemble des personnes étudiantes. Dans les aspects négatifs, bien sûr, il y a un manque de relations humaines. Je vous le dis en vrac, là, une absence de communauté, d'esprit de communauté. Il y a une gêne qui a fait la participation en mode synchrone, prendre la parole en mode synchrone. C'est revenu à chez plusieurs personnes. Ça occasionne une forme de stress. L'isolement, bien sûr, en mode asynchrone, présence intimidante, manque de contact humain, la difficulté à établir un lien de confiance qui est peu ressorti, mais je pense que c'est intéressant d'en tenir compte. Euh, on est arrivé aussi, en termes de contexte, à la recherche a commencé tout de suite après, la pandémie est arrivée. Donc, le manque de maîtrise au départ de l'environnement d'apprentissage par les personnes enseignantes, peu d'encadrement, beaucoup de sources de distraction parce que la plupart des personnes n'avaient pas mis en place un environnement qui leur permet de se concentrer. Alors, voici à grands traits, ce qui est intéressant, c'est que les trois types d'interactions sont présentes dans les environnements et dans les façons, dans les quatre programmes et dans l'ensemble des cours dispensés en formation à distance dans ces quatre programmes-là. On s'est intéressé aussi à la fréquence d'utilisation et à l'efficacité perçue sur l'apprentissage pour chacun des outils numériques. Euh, vous allez voir dans ce tableau-là, on reconnaît une certaine forme de cohérence. En fait, la fréquence d'utilisation qui est en bleu euh, rejoint souvent le degré d'efficacité perçu sur l'apprentissage par les personnes apprenantes, sauf quelques incidents critiques fort intéressants. Le plan de cours, les notes de cours, les forums et les groupes d'utilisation. Juste en passant, les plans de cours, alors que pour la personne enseignante, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation, c'est moins perçu comme étant quelque chose d'intéressant pour les personnes étudiantes ou les personnes apprenantes. Les notes de cours, c'est l'inverse. Alors que les personnes enseignantes ont moins tendance à les utiliser, mais on s'entend, on est dans le 75 à 100 pour les personnes apprenantes, c'est quelque chose de très, très important. Il y avait les groupes d'utilisateurs, qui est un outil numérique un peu moins utilisé, mais qui, pour les personnes apprenantes, semble être perçu très efficacement pour leur apprentissage. L'analyse des plans de cours maintenant. 165 plans de cours analysés à chacune des sessions pendant 4 ans. Un nombre d'activités répertoriés, 1538. On s'est intéressé à les travaux de Schall, qui avait fait un continuum sur des stratégies qui sont plus orientées sur l'enseignement et des stratégies qui sont plus orientées vers l'apprentissage. Il n'y a aucun jugement, c'est pas parce qu'un enseignant fait un exposé formel pour parler de la terminologie, du contexte, que c'est mauvais. C'est pas les stratégies orientées sur l'enseignement, on ne juge pas, on fait seulement dire que voici ce qui nous est apparu. Donc, la plupart, excusez-moi, je suis allée un peu vite, on voit qu'il y a un nombre de stratégies orientées sur l'apprentissage et l'acquisition d'habiletés cognitives, à peu près de 86 Les deux sont utilisés, mais on voit vraiment une tendance
à des stratégies qui sont orientées vers l'apprentissage et l'acquisition d'habilités cognitives. Bien sûr, la fonction des outils numériques en formation à distance, l'aide à l'apprentissage, l'enrichissement du contenu, information, rétroaction, un support aussi à l'environnement d'apprentissage. Les pratiques pédagogiques, en utilisant la taxonomie de Blow, on va de comprendre à créer avec de la création, des bilans synthèses, de l'interprétation, de l'analyse, de la recherche, de l'animation, de l'intervention et bien sûr de la rédaction pour être capable d'aller vers la compréhension. Euh, je vous présente que le plan de cours pour les enseignants, c'est le territoire d'apprentissage en formation à distance. Je vous remets un tableau qui est disponible au CETREC. Comment ce plan de cours-là, ça reprend l'analyse de chacun des plans de cours de façon un petit peu plus exhaustive. Un dernier résultat fort intéressant. Comment est-ce qu'on est arrivé à documenter le savoir enseignant? C'est avec des indicateurs, importance et intérêt du contenu enseigné, l'utilisation didactique. Et je vous ai mis une, qui me semblait fort intéressant. Voici le vécu de l'action. Voici comment Noéline, une de nos enseignantes, elle repart avec la compétence du devis ministériel. Elle regarde les éléments. Elle se rend compte de l'acquisition de la compétence est devenue sa première préoccupation. Elle révise le processus de la compétence. La complexité de la pensée enseignante lorsqu'elles sont en train de faire une transition en formation à distance. On est arrivé aussi à les phases du processus didactique. Elle s'imprègne du plan de cours, utilise les outils, elle diversifie, elle adapte, elle rétroagit, elle s'enrichit par l'interaction. On voit tout un processus complexe de prise de décision qui utilise chacune des phases du processus didactique. Je ne vais pas plus loin là-dessus, disponible au CETREC, bien sûr. On voulait aussi se donner une démarche de référence qui pouvait allier le numérique et le didactique. Le didactique à l'enseignement supérieur, c'est la prise en compte du contenu dans l'enseignement et l'apprentissage. C'est majeur. Je vous parlais d'une double identité, spécialiste du contenu, mais aussi des gens qui vont devenir des enseignants, donc qui vont pas seulement appliquer leur contenu, mais le faire apprendre par d'autres. Et voici, on arrive avec une séquençage des contenus parce qu'ils doivent être séquencés, divisés autrement pour être capable d'entrer dans un format de formation à distance. On révise les degrés de maîtrise, on adopte un certain cadre pédagogique qui est fort intéressant, c'est la cohérence d'ensemble dans la pensée enseignante, la conception du matériel d'apprentissage et ensuite la configuration de l'environnement numérique d'apprentissage. Euh, Chose intéressante, je sais qu'il me reste à peu près 1 ou 2 minutes, l'importance du rôle enseignant dans l'expérience étudiante en FAD. Mettre de l'avant des politiques de formation continue sur le savoir enseigné en FAD, favoriser des programmes de FAD qui encouragent l'accompagnement personnalisé des personnes étudiantes. L'enjeu relationnel de la présence à distance ressort majoritairement partout. Consolider l'implication du personnel enseignant dans l'accompagnement et le soutien des personnes apprenantes en FAD. Euh, on n'avait pas prévu ça, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur les caractéristiques personnelles des personnes étudiantes qui faisaient partie de notre recherche-action. Il faut prendre en compte le clivage générationnel entre les jeunes et les adultes. Favoriser une approche intergénérationnelle. D'ailleurs, nous présentons une autre demande de recherche sur cette approche intergénérationnelle-là, incluant le genre. Proposer des stratégies d'apprentissage différenciées qui tiennent compte des capacités technologiques et des préférences pédagogiques de chaque groupe d'âge. Je vous ai parlé du synchrone, asynchrone. Chez les 71% des personnes âgées de plus de 20 ans, le mode asynchrone représentait une approche fort intéressante et même c'était privilégié chez eux. Adapter le contenu des outils numériques pour répondre aux besoins spécifiques des différentes générations. On n'attendait pas ça. C'est un incident critique, mais qui nous a permis d'ouvrir vers quelque chose de différent. Des pistes de solutions, bien sûr, renforcer, diversifier l'offre de formation, l'équité, accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, documenter l'évolution du rôle enseignant dans la pratique de la formation à distance. C'était le chaînon manquant. Le message clé numéro 3, il y a un alourdissement de la tâche enseignante en formation à distance par des mesures concrètes. Cet alourdissement-là est beaucoup lié aux rétroactions fréquentes à distance qui demandent
un système de communication ouvert, fluide et diversifié, renforcer le savoir enseigné, bien sûr, approfondir la question générationnelle en FAD. L'accompagnement du processus de transition, il y a une dimension pédagogique qui correspond beaucoup plus à une dimension didactique à l'enseignement supérieur, avec la modélisation, l'importance du contenu enseigné, le développement du modèle pédagogique de l'environnement numérique d'apprentissage, qui inclut l'adoption d'un certain cadre pédagogique. Il y a une dimension aussi organisationnelle. L'enjeu de gouvernance face à une forte hausse inattendue des inscriptions, ce qui s'est produit dans les trois programmes techniques. Ils ont eu, les portes ont débordé. Ils ont eu trop de monde. Donc là, il y avait une difficulté de soutenir toute cette affluence d'effectifs étudiants au départ de la mise en place de ces quatre programmes-là. Parmi les limites, l'effet pandémie, ça c'est bizarre parce que on n'attendait pas la pandémie, bien sûr. Nos groupes de collaboration professionnelle, aussitôt que la pandémie est arrivée, on en avait prévu 6-7 au cours des 3 ans. On en a eu 15 seulement la première année à cause de la pandémie. Donc, on s'est retrouvé dans une situation d'urgence. On était contents parce qu'on trouvait que ça allait bien, les gens participaient bien. Et ce qui est arrivé vers la fin, c'est quand on avait répondu à toutes les questions et que les personnes enseignantes se sentaient autonomes. Ah là, c'était beaucoup plus difficile de faire nos groupes de collaboration professionnelle au rythme où on s'était habitué au départ de notre recherche. Ça va, bon, une autre limite, peu de différence décelée selon le genre, parce qu'on a eu un faible nombre de participations des étudiants. Les propos, par exemple, s'apparentaient à substance à ceux des étudiantes, mais il y a quelque chose à aller chercher là. Malgré des incitatifs assez importants, on a eu peu de représentation des étudiants. Il y a un paradoxe dans la recherche-action. Euh, je pense qu'on devrait considérer et formaliser le rôle du chercheur de terrain parce que l'accès aux données de terrain va avec l'accès à la classe, l'accès aux personnes enseignantes. Et lorsque nos personnes enseignantes participaient et étaient avec nous dans la recherche, mais pour être là, il faut qu'ils aient du temps dans leur tâche. Et je vous parlais de la complexification tantôt, de l'alourdissement de la tâche, ce qui était, j'aurais peut-être pu le mettre même comme une limite. Des pistes de recherche, il y a des leviers puis il y a des obstacles. Euh, on travaille tous à la persévérance, à la diplomation. Il faut travailler sur le manque d'immersion avec les pairs en formation à distance. Les différences individuelles. L'effectif étudiant n'est pas un bloc homogène. Au contraire, l'hétérogénéité croissante de cet effectif-là, il y a aussi une tendance à l'individualité des parcours inscrits dans le respect du projet personnel. Bien sûr, ça vient du gouvernement du Québec. Il faudrait documenter aussi encore plus les natures passives et interactives. Je reviens d'un colloque sur les présences à distance et où les formes de présence à distance font une différence intéressante à documenter et à continuer à travailler, bien sûr, sur la réussite éducative. Dans les activités à l'écran et leurs conditions d'utilisation, il y a de plus en plus une pédagogie des numériques, bien sûr au profit d'un apprentissage significatif, la valeur humaine ajoutée. Alors, voilà, c'est tout. Je crois que je suis rentrée un petit peu dans mon temps. Merci. Oui, ben en fait, il vous reste encore 5 minutes si jamais vous avez envie de renchérir sur certains points. Sinon, on peut aller à la période de questions comme vous préférez. Bien, en fait, je vais aller vous... Oui, je vais reprendre mon petit... Oui, euh, oui, profitez-en. oui, OK. Je suis allée vite en pensant que... Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Vous voyez Oui, mon écran? tout à fait. Alors, suivante. J'aimerais revenir sur la démarche méthodologique parce que nous avions une méthodologie mixte, ce qui me
ce qui nous a permis d'aller chercher l'ensemble des résultats que nous avons eus, c'est que nous avions plusieurs outils de collecte de données à partir d'un questionnaire qu'on a pu croiser ensuite avec nos entretiens d'explicitation et nos entretiens individuels et de groupe. J'aimerais vous dire que dans les entretiens d'explicitation, on dépasse ce que j'appellerais la perception pour aller chercher le vécu de l'action selon une certaine façon de poser des questions. Et ça nous permet d'aller chercher vraiment la pensée enseignante qui était un début de notre recherche. Comment est-ce qu'on pense notre enseignement en formation à distance? Et donc, c'est pour ça que nos résultats nous permettent d'aller chercher un petit peu plus loin. Je vais arrêter le partage maintenant. Je voulais seulement vous montrer ça. Ça nous permet de dire que les décisions enseignantes, ils sont à tous les niveaux. Et le fil conducteur, c'est vraiment de ne pas perdre contact avec chacun des étudiants. Où sont-ils? Comment sont-ils en termes de capacité à apprendre? Nous avons constaté aussi une très grande insécurité des personnes enseignantes sur où est-ce qu'ils vont décrocher, est-ce qu'ils vont être là, ce qui les a amenés à échafauder, à bricoler à travers une diversité d'outils numériques. La plupart ont ouvert des canaux de communication, ce qui a ressorti aussi dans les entrevues et dans les questionnaires avec les personnes étudiantes. Alors voilà ce qui termine nos derniers 4 ans. Merci à toute l'équipe. Merci aussi aux personnes enseignantes du Cégep de la Gaspésie des Îles et de l'ensemble des participants. Voilà. Tarder, hein, on va enchaîner. Donc, avant la pause, nous aurons la chance d'entendre Émilie Tremblay-Bragg de l'Université du Québec à Montréal nous présenter son projet intitulé Quand la distance rapproche, rédigé ensemble grâce à une application de formation à distance pour soutenir la persévérance et la réussite au cycle supérieur. Elle est accompagnée de plusieurs collègues qu'elle nous présentera bientôt. Donc, nous avons avec nous Juliane Roel, Stéphane Villeneuve et Laura Isul, La France, Saint-Martin. Émilie Tremblay-Bragg est professeure du département de didactique de l'Université du Québec à Montréal et chercheuse associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ses principaux intérêts de recherche sont les stratégies d'enseignement diversifiées et activités, la pédagogie à tout ordre d'enseignement, la motivation à apprendre, la formation initiale des enseignants et les activités de rédaction structurée. Elle est également cofondatrice de Taisez-vous, un organisme à but non lucratif bien connu maintenant qui soutient les étudiants et étudiantes au cycle supérieur en période de rédaction. J'invite donc à l'équipe de nous présenter les résultats de leur recherche action pour les prochaines minutes. Bonjour, bonjour. Alors, oui. Est-ce que tout est beau au niveau de la technique? Oui. Oui, ok, super. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec mon équipe. On a une équipe beaucoup plus large que je vais vous présenter dans quelques minutes, mais aujourd'hui, nous sommes 4 personnes, donc Justine Anne, Isert et Stéphane et moi, qui va vous présenter là, le résultat de la recherche qu'on a menée depuis 4 ans. Ça s'intitulait Quand la distance rapproche, rédigé ensemble grâce à une application de formation à distance pour soutenir la persévérance et la réussite au cycle supérieur. Les 4 dernières années là, ont bien été riches en conception, en développement et on a bien hâte de partager nos résultats avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on en profite pour remercier le ministère et le FARQSC pour la subvention là, qui nous a permis vraiment de développer 2 belles applications qu'on va vous présenter. Donc, présentation de l'équipe. En fait, notre équipe, là, elle est composée de chercheurs universitaires, de chercheuses communautaires de Taisez-vous, de développeurs web et d'une cohorte de co-chercheurs étudiants. On avait des étudiants de maîtrise, de doctorat, de différentes universités, comme vous pouvez le voir à travers le Québec et ailleurs. Ensemble, on a travaillé
très fort pour créer des solutions numériques là, de formation à distance pour soutenir les étudiants et étudiantes au cycle supérieur en période de rédaction. Donc, c'est 31 membres de l'équipe de recherche que nous avons rassemblés depuis le début et les gens proviennent de 11 universités différentes et de 17 disciplines. Puis, on souhaite aussi en fait mentionner là, que nous provenons de diversité de genre et d'héritage ethnoculturel. Donc, en partenariat avec Taisez-vous, je laisse la parole à la directrice générale de l'OBNL là, pour nous en parler quelques minutes. Super, merci Émilie. Donc, effectivement, comme tu le disais, depuis ses débuts, là, le projet a été réalisé en partenariat avec l'organisme Taisez-vous. C'est ça qui est un OBNL, en fait, qui est mené, qui a été réfléchi par et pour les étudiants et étudiantes au cycle supérieur et qui offre des services qui visent vraiment à soutenir la rédaction académique, donc de mémoire, de thèse, de demande de subvention, d'articles scientifiques. Tout ça dans l'optique de contribuer à lutter face au taux élevé de prolongation et d'abandon au cycle supérieur, mais aussi de problèmes de santé psychologique au cycle supérieur. Avec ce projet-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, c'est quoi le potentiel de l'approche Taisez-vous qui fonctionnait déjà très bien en présentiel? En fait, comment pourrait-elle s'appliquer dans un contexte numérique de manière à soutenir, à créer et à soutenir en fait de bonnes habitudes rédactionnelles, puis un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté. Et donc, plus spécifiquement, on s'est demandé ce serait quoi le potentiel de cette approche-là pour soutenir les étudiants à distance, en tenant compte évidemment des besoins, des usages actuels là, du numérique, tout ça dans une approche de lutte aux inégalités, à la fois en termes d'accès, d'inclusion, évidemment de persévérance et de réussite des groupes qui sont sous-représentés là, au sein notamment des cycles supérieurs. Donc, ça a été l'approche qu'on a adoptée en tant que partenaire. Et je repasse la parole à Émilie sur ça. Merci beaucoup. Donc, au début du projet, là, nous avions ciblé trois principaux objectifs que nous vous présentons aujourd'hui là, et accompagnés de différentes actions qui ont été prises pour les mettre en œuvre. Donc, on profite également pour faire l'état de la diffusion qui a été passée. Donc, vous verrez que les dernières diapositives de notre présentation, si ça vous intéresse, là, on a tous les articles et les présentations que nous avons menées en lien avec les divers objectifs. Donc, quels étaient nos objectifs? C'était d'identifier les besoins des étudiants en rédaction, donc pour le volet vraiment à distance. Et on souhaitait développer une application numérique de formation à distance là, pour la rédaction spécifiquement. Et enfin, on voulait évaluer les effets de l'utilisation de l'application. Tout ça là, dans le but de documenter vraiment le processus de co-création et de conception là, que nous avons mené au courant des 4 années avec la cohorte de co-chercheurs. Donc, pour le premier objectif, bien, c'était d'identifier les besoins des étudiants. On a utilisé plusieurs outils et analyses de données vraiment variés. Premièrement, on a fait une recension des écrits sur les différents modèles de communautés virtuelles dans le but d'explorer les différentes méthodologies possibles. Donc, on a procédé par une méthode Prisma selon une revue systématique, là, une méta-analyse. Ensuite, nous avons fait une analyse de données secondaires des données que l'organisme partenaire Taisez-vous nous a fournies pour documenter les besoins dans une perspective de soutien à distance. On a fait du codage avec NVivo, qui est un logiciel d'analyse qualitative, incluant là, des nœuds qui ont émergé là, en lien avec les différents besoins. Nous avons aussi mené 3 groupes de discussion pour faire un portrait des besoins spécifiques des étudiants et étudiantes au cycle supérieur. Et nous avons aussi fait ressortir là, à cette occasion des éléments d'enregistrement vidéo. Là. C'est comme ça qu'on a procédé pour analyser les données. Et un vaste questionnaire là, qui a été mené en lien avec les habitudes numériques auprès de 111 étudiants au Québec. Je vais vous en parler dans quelques minutes. On souhaitait connaître les usages actuels des applications numériques facilitant la rédaction académique. Donc, c'est un questionnaire qui a été administré là, via l'outil Qualtrics. Donc, je ne vous ferai pas le portrait de tous les résultats en lien avec l'analyse des besoins, mais je fais un petit zoom là, vraiment sur le questionnaire qui a été mené auprès de 111 participantes et participants. Donc, ce que ça nous a donné, c'est un portrait de leurs utilisations des différents logiciels et réseaux sociaux, applications, etc., qu'ils et elles utilisent lorsqu'ils rédigent leur mémoire ou leur thèse. Donc, on n'a pas été étonnés de voir que plusieurs étudiants, là, 40% des étudiants optent pour des logiciels de référence bibliographique comme Zotero, par exemple, et qu'un petit nombre n'en utilise pas, par exemple.
Utilisation de minuteurs, ça, on a quand même été étonnés, c'est bien. Donc, c'est en lien un peu avec la technique Pomodoro qu'on met en place à Taisez-vous. Donc, plusieurs étudiants reproduisent, c'est une bonne technique. Donc, ce minute pour se dire, bon, après un certain laps de temps, je m'autorise une pause. Donc, quand même, 50% de la population là, participante en fait usage. Donc, c'était étonnant. Communauté en ligne dédiée à la rédaction académique. Donc, plus 60% des étudiants là, utilisent des groupes de réseaux sociaux pour favoriser là, la socialisation là, au cycle supérieur, par exemple Facebook. À Taisez-vous, il y a vraiment un groupe Facebook qui s'appelle Taisez-vous ensemble. Donc, plusieurs personnes là, nous ont mentionné qu'ils utilisaient cette façon de faire là, pour se regrouper, par exemple, pour dire je vais aller dans un café demain à tel endroit, à telle heure, qui veut venir rédiger avec moi. Pour les réseaux sociaux dédiés aux chercheurs, donc quelques personnes étudiantes là, utilisent LinkedIn pour se mettre en contact avec des chercheurs et des étudiants de leur discipline et autres. Donc, et l'application de planification de tâches. Donc, ça, c'est quelques étudiants aussi. Ben, une grande proportion d'étudiants, quand même 43% des étudiants n'utilisent pas l'application de planification de tâches. Donc, ça nous a fait voir où étaient les manques, puis où on devait travailler là, pour soutenir les étudiants dans leur rédaction. Donc, quel logiciel, quelle fonctionnalité pourrait être utile pour ces étudiants-là? Donc, le sentiment de maîtrise était similaire entre les étudiants de deuxième et troisième cycle pour toutes les applications. Donc, on n'a pas vu de différence statistiquement significative à cet égard-là. Et le sentiment de maîtrise était similaire, peu importe les tranches d'âge pour toutes les applications aussi, ce qui est assez révélateur. Donc, on pouvait penser qu'une application qu'on allait concevoir allait pouvoir répondre là, aux divers besoins de notre communauté qui se situe là, dans des tranches d'âge assez variées. Par rapport aux besoins qui ont été identifiés, donc on les a regroupés en 4 principaux pôles, donc rédiger plus, mieux, ensemble et autrement. Par exemple, pour rédiger plus, les étudiants et étudiantes nous ont dit qu'ils avaient des besoins au niveau de la rétro-planification, de se fixer des objectifs, mais aussi de reconnaître leur succès. Parce que des fois, on est souvent dans la productivité et ça peut devenir malsain. Donc, ils nous ont parlé aussi de suivi d'échéanciers, de blocage de distraction, etc., etc. Pour ce qui est de rédiger mieux, ils souhaitaient pouvoir là, avoir une communauté de pratique, être vraiment dans un espace où les questions, les conseils, l'entraide seraient vraiment favorisés et où ils pourraient avoir des rétroactions avec leurs pairs. Donc, ils nous ont parlé aussi de possibilités de coaching, mentorat et l'importance de l'environnement et de l'ergonomie là, dans la rédaction au cycle supérieur lorsqu'on rédige pendant plusieurs heures dans une même semaine. Pour ce qui est de la rédaction ensemble, donc il s'agissait de rédiger collectivement de pouvoir identifier des profils d'usagers aussi. On nous a beaucoup parlé de ça. Si on développait une application, là, on aimerait pouvoir savoir à qui on s'adresse lorsqu'on se parle, lorsqu'on clavarde ou lorsqu'on géolocalise des gens. C'est bien de savoir à qui on s'adresse. Puis, de pouvoir faire aussi la socialisation informelle. Donc, ça, c'était les besoins qui étaient relatifs au volet rédiger ensemble. Pour rédiger autrement, les étudiants et étudiantes souhaitaient avoir un espace non compétitif où il y aurait aussi un équilibre entre le travail et le repos. Donc, forcer cette espèce de temps dédié au repos, ça semblait important pour eux et elles. Et de normaliser les défis ainsi que quel est le fonctionnement académique. Souhaitait pouvoir parler de ça dans l'application qu'on allait développer. Donc voilà le petit portrait pour l'analyse des besoins. Maintenant, concernant l'objectif 2, qui était d'identifier les fonctionnalités là, qui répondent à ces besoins pour le développement d'une application numérique, nous avons, donnez-moi 2 petites secondes. Est-ce que je pensais à Isolde pour ça ici, hein? Oui, je pense que c'était Oui, ça c'est le ça, plan. Isolde. Donc, C'est à ton tour, je m'excuse. oui. Vas-y. Donc, moi, je vais vous présenter en fait le développement de l'application, les différentes étapes de ça et le produit fini aussi, donc pour vous donner un peu le goût, on l'espère, d'utiliser nos applications. Donc, on a utilisé plusieurs outils et on a fait plusieurs analyses de données différentes pour nous permettre d'identifier justement des fonctionnalités qui permettraient de répondre à ces besoins.
On a fait, par exemple, une revue de littérature qui portait sur les effets psychologiques positifs, mais aussi négatifs des applications de visualisation. Donc, les applications de visualisation, on peut penser à toutes les applications de sport qui permettent de faire le suivi des données de nos accomplissements, de notre progrès au niveau de la course, du vélo et tout ce genre de choses-là. Donc, on voulait, avec ça, s'appuyer sur des recherches scientifiques pour savoir quoi faire et ne pas faire avec nos applications de visualisation parce que ça a été un besoin qui est revenu. On a fait aussi plusieurs rencontres avec nos co-chercheurs pour nous permettre de prioriser les fonctionnalités. Donc, étant donné que nos co-chercheurs sont considérés comme les experts de leur réalité, mais on trouvait qu'ils étaient mieux placés que nous pour décider quelles sont les priorités. Donc, on a vraiment discuté énormément avec nos co-chercheurs à ce sujet-là. On a fait aussi une grosse rencontre de co-design avec nos co-chercheurs, notre équipe, l'équipe de Taisez-vous, mais aussi des gens de l'industrie, des programmeurs, des gens de l'industrie des jeux vidéo, par exemple, pour nous aider à voir un peu ce qui est possible de faire avec ce type d'application-là. Et finalement, tout au long du processus de, de développement et de test, on a demandé à nos utilisateurs de tenir des journaux de test pour nous permettre de peaufiner un peu notre développement, nos applications. Donc, juste une petite parenthèse peut-être méthodologique. La recherche en design, euh, c'est une structure qui est généralement itérative. Donc, on a suivi un peu cette structure-là. Il n'y a pas un progrès linéaire. Donc, on part toujours d'une théorisation et d'une analyse de problèmes, et ensuite, on fait la conception et le développement en cycle itératif pour nous permettre toujours de peaufiner notre design, notre application pour justement, parce que des fois, c'est à travers l'utilisation que certains problèmes ou certaines pistes de solutions se présentent. Donc, il y a toujours un cycle de retour sur le produit, de retour sur le design avant d'implémenter la solution technologique et d'évaluer ses effets. Donc, on est vraiment dans un processus qui est itératif. Donc ici, vous avez en fait quelques images qui proviennent de nos séances de co-design où des gens ont pensé, ont essayé de designer à quoi pourraient ressembler nos applications. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses très différentes qui se sont présentées. Et aussi, on peut percevoir aussi la personnalité de nos participants à travers que ce soit des dessins ou des croquis, des schémas, des boîtes grises comme on appelle et tout ça. Mais il y avait toujours l'idée de la tomate qui revenait à travers ces itérations-là, puisque c'est un symbole dans la communauté de Taisez-vous. Donc, c'était quelque chose qui était demandé, voulu par la communauté pour s'insérer très bien dans la méthode de Taisez-vous. Donc, la première application qu'on a développée s'appelle Chrono. C'est un espace de rédaction collective où les gens peuvent se connecter ensemble et, dans le fond, qui géolocalise approximativement, bien sûr, tout le monde qui est connecté pour permettre de briser un peu ce sentiment d'isolement et réaliser qu'il y a d'autres gens qui travaillent avec nous. Donc, le chronomètre est partagé, donc tout le monde travaille en même temps. Il est possible de se mettre des objectifs, donc pour rester concentré sur la tâche. Et pendant les temps de pause, eh bien, il y a un clavardage qui s'ouvre pour permettre aux gens de partager leurs expériences, de parler de leurs problèmes ou simplement dire coucou, je suis là, vous n'êtes pas seul. Donc, juste pour le plaisir des graphiques et des chiffres, je vous ai mis aussi quelques données par rapport à Chrono. Donc, entre février 2022 et mai 2024, on a eu quand même près de 2000 utilisateurs uniques qui se sont connectés, dont en moyenne à peu près 22-23 personnes par jour. C'est quand même assez important comme nombre, donc on peut dire qu'on a eu un impact sur la communauté. Il y a beaucoup d'objectifs qui ont été réalisés. On voit que le temps moyen d'une session de travail est d'à peu près 3 heures, ce qui est quand même assez bien aussi. Et il y a à peu près 15 objectifs par utilisateur qui a été réalisé. Et à côté, vous avez un nuage de mots sur les mots les plus fréquents
dans le chat. Donc, on voit matin, bonjour, mais surtout tomate hein, qui revient. Donc, on a encore une fois cette idée-là de la tomate, de l'unité de travail qui revient, qui est très importante pour la communauté de nos utilisateurs. La deuxième application qu'on a développée s'appelle Jardin et c'est une application de visualisation du temps de travail. Donc, elle est connectée à Chrono, mais aussi à tous les autres services de Taisez-vous, donc très arrimée à l'écosystème numérique de Taisez-vous. Ça permet de faire le suivi de nos heures de travail, de nos tomates réalisées. Donc, on a pris l'idée de cette joyeuse tomate qui est tant aimée par la communauté et on en a fait un jardin. Donc, les gens peuvent cultiver leur travail, mais il y a aussi une partie collective très importante à cette application-là parce que c'était très important pour nos utilisateurs, nos co-chercheurs et tout ça, d'avoir l'impression de travailler ensemble à quelque chose de plus grand. Donc, on a le jardin collectif qui se situe à côté. Et c'était important aussi que ce compteur-là collectif ou cette manière-là d'entrer en relation avec les autres ne soit pas compétitive parce que c'est un grand problème qui a été beaucoup ressenti par nos utilisateurs, nos utilisatrices par rapport à l'université. Donc, on voulait trouver un moyen de visualiser le travail collectif, mais sans mettre les gens en compétition, comme beaucoup d'applications de visualisation le font, notamment dans le domaine sportif et tout ça. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Une autre fonctionnalité de Jardin, c'est l'onglet Statistiques qui nous permet de faire un peu le suivi de notre travail par jour, par semaine, par mois, par année, et de la même chose collectivement. Donc, ça permet de voir comment on s'insère au sein de la communauté, comment toute la communauté travaille et qu'on n'est pas seul, en fait, dans nos difficultés. Donc, les principales leçons tirées de ce processus de design, de co-création, en fait, d'application, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de créer un esprit d'équipe. C'est quelque chose de très important lorsqu'on fait une recherche dans une aussi grande équipe. Des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de réunions dont les résultats ne sont pas concrets et immédiats, mais en bout de ligne, au bout de 4 ans de recherche, on se rend compte que c'est vraiment super important. Une des choses qui a émergé de nos discussions avec les co-participants et avec l'ensemble de notre communauté qui était liée à la recherche, c'est le besoin de discuter d'enjeux politiques reliés à l'université. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu par notre équipe de recherche, mais qui a émergé des discussions. Donc, ça peut être une bonne idée aussi de prendre le temps d'engager les participants, les participantes dans une démarche politique, de repenser un peu le monde autrement. Ça nous permet d'imaginer des solutions. Le processus de design est un processus créatif, donc on a besoin de penser les choses autrement, de construire, et dans ce cas-ci, c'était de réfléchir aux enjeux politiques euh, liés à l'université. Il ne faut pas avoir peur non plus d'aborder des problèmes difficiles avec les participants. Ils ont une expertise très grande. Ils peuvent nous aider à voir où on s'en va avec ça. Il faut connaître aussi les forces et les compétences de chacune de nos participantes et prendre le temps, c'est en lien avec la première leçon tirée, bien sûr, une communication fluide. euh, Prendre le temps d'entretenir une communication fluide avec toutes les équipes en lien à la recherche. Alors, merci Zert. Donc, on est rendu à l'objectif 3, en fait, qui est de décrire et d'analyser les habitudes et les contextes d'usage d'applications en fonction notamment là, du genre, mais d'autres variables là, qui influencent la persévérance au cycle supérieur. Donc, ici, je vais présenter des résultats préliminaires, mais tout d'abord, en termes de cible, on avait un outil qui comprenait 4 sous-échelles, donc l'engagement, plaisir, affect et sentiment de communauté. On avait des questions en développement aussi. L'intervention se faisait sur 3 semaines. On avait espéré avoir 100 participants, participantes, mais les choses dans la réalité sont parfois tout autres. Donc, ça n'a pas été facile. C'est des étudiants qui sont aux études supérieures, qui ont déjà aussi beaucoup de travail à faire. Donc, on a réussi pour le moment à recruter 18 étudiants, étudiantes, donc 15 femmes, 3 hommes.
Et ensuite, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, les étudiants, avec l'application Chrono que Isa vous a présentée, utilisent en moyenne presque 8 heures par semaine. On a fait une analyse quantitative pour voir en fait si entre les étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, est-ce qu'il y a une différence de temps d'utilisation? On a perçu qu'il y avait aucune différence significative. Donc, c'est des résultats préliminaires parce qu'on s'entend qu'à 18, on était à la ligne là, de l'analyse qu'on a faite. Donc, à la prochaine diapositive, brièvement pour le degré d'appréciation de l'application. Donc, il y en a qui ont mentionné qui ont vraiment apprécié beaucoup là, en termes de motivation. Il y en a qui sont déjà motivés, mais ça leur donne un petit plus d'avoir l'application avec eux. Ça les aidait à se sentir aussi avec les autres en ligne, donc le sentiment de communauté. Il y en a que ça leur permettait de mieux s'organiser aussi. Tandis que pour l'influence sur leur expérience de rédaction, encore une fois, la motivation est plus présente. Les tomates, comme on l'a vu, ben, c'est une façon d'organiser sa pensée, puis de voir ben, qu'on est capable de se sentir un peu plus focus que lorsqu'on on est au doctorat, à la maîtrise ou même comme prof. Des fois, la procrastination peut être tentante et ça nous permet de nous garder, je dirais, bien concentrés. Donc, ensuite, le seul résultat qui était significatif en termes, parmi les quatre sous-échelles, c'était le plaisir dans la rédaction. Donc, on a vu une augmentation en fait, du plaisir à rédiger entre le temps 1 et le temps 2. Les autres n'ont pas montré de différence significative, mais bon, avec plus de sujets, peut-être qu'on va avoir des différences en termes de résultats. Alors, je reviens pour la suite. Donc, ce qui n'était pas prévu dans nos objectifs initiaux, c'était vraiment une porte d'entrée là, qu'on a offerte via cette recherche-action participative à notre communauté, pas notre communauté, mais vraiment notre équipe de co-chercheurs et nous-mêmes, les chercheurs novices et un peu plus expérimentés. Donc, la possibilité de se professionnaliser. Donc, ça a ressorti beaucoup, donc la professionnalisation et la socialisation, puisque on a fait quelques prises de données à cet égard-là en lien avec ça. Donc, on voulait définir un portrait de la professionnalisation et de la socialisation des étudiants participants, co-chercheurs, comme on les a appelés, et des chercheurs novices, donc les membres de l'équipe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli des données par journal de bord là, après chacune des rencontres. Et on a fait un entretien de groupe à mi-parcours ainsi qu'un entretien individuel. Et à la fin du projet, on a fait un entretien individuel, mais aussi des entretiens en diade. C'était vraiment chouette de faire ça. Puisqu'on était une grosse équipe, on s'est dit, ben dans le fond, tout le monde est vraiment sur le même pied d'égalité. Donc, tout le monde peut se faire un entretien entre eux et ça a vraiment des données, donner des données vraiment intéressantes. Pardon. Donc, quels étaient nos participants là, pour ce volet-là de la recherche? Ça a été 2 étudiants de maîtrise, 5 de doctorat, un de post-doctorat. Et pour les chercheurs et les membres de l'équipe, donc il y avait différentes personnes. Donc, dans les chercheurs novices, on a aussi inclus les chargés d'enseignement et la directrice de recherche en expérience utilisateur là, qui était sur le projet avec nous. Et vous voyez encore là, la diversité d'expertise et de disciplines et d'universités d'attache. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé vraiment quelle était la professionnalisation, leur développement de la professionnalisation tout au long de notre recherche-action. Et on a relevé qu'il y a certaines compétences professionnelles qui ont été davantage développées là, chez les 2 groupes de participants. Par exemple, on a la gestion, la collaboration, la littératie numérique, la médiation médiatique et informationnelle, ainsi que la communication. Il y a 4 principaux éléments qui ont ressorti là, en lien avec la socialisation, c'est-à-dire que les participantes nous ont mentionné qu'ils avaient apprécié la relation horizontale qu'on avait su établir là, au sein de l'équipe de recherche. On l'a pu le voir à plusieurs occasions, là, même dans nos communications au FRQSC, dans les rencontres de suivi et aujourd'hui d'ailleurs. On est toujours plusieurs personnes qui portons le projet. C'est pas la chercheuse principale seulement qui est là. Donc, pour nous, c'était vraiment important là, d'amener et de socialiser au métier de chercheur les personnes étudiantes, là, même à la maîtrise, qui ont communiqué des résultats. Donc, ça a été des très belles expériences formatrices pour ces personnes-là.
Donc, elles nous ont aussi parlé du processus de recherche. En fait, ça leur a permis d'apprendre le processus de recherche-action, le fait d'en vivre une de l'intérieur. Et aussi, elles ont apprécié de véhiculer différentes valeurs et de tisser des liens entre les membres. Donc, vraiment, toutes nos stratégies de concertation, de rencontres fréquentes, on a aussi créé une communauté sur Facebook pour leur donner des nouvelles régulièrement de ce qu'on faisait, des tests qui étaient en cours. Ça leur a vraiment permis d'apprendre là, et on l'espère qu'ils vont reproduire ces belles valeurs-là d'entraide et de recherche collaborative dans le futur, dans leur future profession. Donc voilà pour cet élément-là. Puis l'extrait qui est présenté en bas, je ne vais pas vous le lire, mais il démontre vraiment là, l'éveil des participants à de nouvelles façons de faire en recherche qui rejoignent davantage les valeurs personnelles. Donc, pour la suite, qu'est-ce qui nous attend? Bien, en considérant vraiment les enjeux d'abandon de prolongation au cycle supérieur, on ne vous a pas fait vraiment une longue problématique au départ, là, mais la recherche se concentrait vraiment sur ces enjeux-là, mais aussi les enjeux en lien avec la santé mentale. Donc, comment cette recherche-action-là pourrait, pour la suite, là, soutenir les étudiants et étudiantes au cycle supérieur dans leur rédaction? Donc, on pense que, outre la diffusion des outils, des initiatives qu'on va continuer à mener en partenariat avec Taisez-vous pour le soutien à la participation, bien, on pense qu'on aurait besoin d'aide des associations étudiantes, des universités et des ministères et des fonds de recherche. Donc, pour les associations étudiantes de cycle supérieur, bien, on aimerait bien qu'ils mettent en place des initiatives par et pour les personnes étudiantes qui pourraient être guidées par les applications Chrono et Jardin qu'on a développées. Donc, plus il y a d'associations, de groupes, de centres de recherche qui utilisent nos applications, plus ce sera connu parce qu'on le sait, chaque année, il y a plusieurs nouvelles étudiantes qui arrivent au cycle supérieur. Donc, il est difficile pour l'OBNL de faire connaître ses services à l'ensemble de la communauté étudiante qui arrive chaque année. On aimerait ça aussi pouvoir développer et utiliser, on aimerait ça que les associations étudiantes puissent utiliser les données issues de la recherche, notamment toute la section en lien avec les besoins qu'on a faits, pour justifier les actions et les revendications qu'ils feraient auprès de certaines instances. Pour les universités, ça serait de compléter l'expérience à distance par des expériences de rédaction sur le campus. Parce qu'on le sait, oui, nous, l'objectif de la recherche-action qu'on a menée, là, financée par le FRQSC, le ministère, c'était pour la formation à distance, mais il n'y a rien qui n'égale les expériences en présence là, par rapport pour la socialisation notamment. Donc, vraiment, on pense qu'il devrait y avoir d'autres initiatives là, qui permettraient des expériences en présence. Puis, au-delà des habitudes rédactionnelles, bien, ce serait de répondre aux besoins de formation à la rédaction et au métier de chercheur des étudiants et étudiantes au cycle supérieur. Pour le ministère et les fonds de recherche, bien, ce serait de valoriser l'encadrement au cycle supérieur, particulièrement lorsqu'il est collectif et innovant, comme ils l'ont fait avec nous, puis de soutenir des initiatives de recherche-action participative qui offrent des occasions de formation et de socialisation pour la cohorte là, de co-chercheurs qu'on avait. Donc, je ne sais pas si on entre dans le temps, je pense que oui. Alors, ça se terminerait pour nous aujourd'hui. Puis, si vous êtes intéressés, bien, on a la liste des diffusions que nous avons fait au courant des années en lien avec les différents objectifs qui sont présentés ici. Donc, on peut répondre à vos questions à cet égard-là aussi. Merci beaucoup tout le monde. Nous allons pouvoir reprendre. J'espère que la pause vous a permis de bien vous recharger pour la prochaine et dernière présentation, celle de Jean-François Boutin de l'Université du Québec à Rimouski, qui nous présente une recherche-action intitulée Le développement de la compétence numérique par la littératie médiatique multimodale chez les élèves du secondaire. Co-création, mise en œuvre, analyse et ajustement des pratiques pédagogiques numériques en français, en univers social et en art. Jean-François Boutin est professeur titulaire en didactique de la littératie à l'UQAR, où il intervient au premier cycle dans les baccalauréats en enseignement préscolaire primaire et en adaptation scolaire au secondaire, ainsi qu'au deuxième cycle à la maîtrise et au doctorat en éducation, en orthopédagogie de la littératie. Avec ses deux collègues de l'UQAM, il a cofondé en 2009 le groupe de recherche en littératie médiatique multimodale, puis la revue Multimodalité en 2015, dont il occupe depuis le poste de rédacteur adjoint.
Co-chercheur dans plusieurs projets subventionnés de l'équipe LMM, il est chercheur principal du projet multinumérique qui rejoint par une approche de co-création appliquée à la recherche-action, le développement scolaire de compétences multimodales et numériques en contexte interdisciplinaire. Ses intérêts actuels portent sur le post-humanisme en éducation, l'essor des compétences de littératie contemporaine, l'orthopédagogie multimodale, la refonte de la narratologie à l'école et la réception dialectique de la fiction historique multimodale en contexte interdisciplinaire. Donc, Monsieur Boutin, je vous cède donc la parole pour la dernière présentation. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran à l'instant. Vous allez me confirmer que vous voyez la diapositive, les diapositives. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup donc pour cette présentation avec plein de termes très spécialisés, hyper spécialisés. Je n'ai pas la prétention que vous allez mieux comprendre nos activités à la fin, mais en tout cas, je pense que ça va vous éclairer quand même ce que je vous présente aujourd'hui avec énormément de plaisir parce que c'est un compte-rendu de ce que nous avons déployé sur le terrain des classes de français, d'univers social et d'art. Donc, dans le cadre de l'action concertée, et on remercie bien sûr FRQ et Ministère de l'Éducation pour leur soutien financier extraordinaire. Donc, on a été pendant 3 ans en intense cohabitation avec des enseignants-chercheurs. Et c'est donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, rapidement, évidemment, là, le classique et rhétorique partie de ma présentation, contexte, métaux, résultats et des pistes de solutions d'action. Je vous amène dans une constellation assez particulière qui est celle de la réalité quotidienne des classes secondaires et d'une classe primaire aussi. Donc, dans 3 disciplines, français, univers social et art, je l'ai dit, et où on a déployé des pratiques de co-création. On a mis en application la recherche-action de façon très systématique. Et on a donc co-créé et testé, mis à l'épreuve et itéré. Et dans les présentations précédentes, on parlait d'itération, de design-based research. Ce sont des approches qui nous sont très familières. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de partager nos expertises, l'expertise des chercheurs patentés universitaires et de la confronter à celle des praticiens, donc des chercheurs de terrain, des enseignants-enseignantes de ces classes-là, afin de développer des dispositifs qui allaient stimuler le développement de la compétence numérique des élèves, mais pas seulement la compétence numérique, des compétences plus globales de littératie contemporaine. Et donc, on voulait faire d'une pierre deux coups, si vous voulez, avec le concept de littératie là, qui était au cœur de la constellation, si vous me permettez l'image. Donc, très rapidement, vous vous rappelez que on adhérait là, totalement au but de l'action concertée, qui était de développer des connaissances sur les usages numériques les plus susceptibles de favoriser la réussite éducative. Et nous, on a ciblé un besoin plus spécifiquement dans l'appel qui était celui de répondre à la question suivante. Quelles sont les pratiques pédagogiques faisant appel au numérique qui contribuent au développement des compétences du 21e siècle chez les élèves, étudiants et étudiantes? Donc, on a vraiment été encore une fois au pied de la lettre et on a développé un projet de recherche qui voulait favoriser comme objectif le développement de la compétence numérique chez les élèves du secondaire. Donc, on voulait vraiment accompagner les élèves. Et pour faire ça, on voulait mettre à contribution des enseignants-enseignantes des 3 disciplines. Donc, dans une démarche de recherche qui allait reposer sur la co-création, la mise en œuvre, l'analyse et le réajustement de pratiques pédagogiques qui étaient résolument inscrites dans une perspective numérique.
Et oui, numérique, mais qui s'appuyait aussi sur un référentiel de compétences qu'on a développé à l'équipe de recherche en littératie multimodale médiatique dans les disciplines. Donc, c'était notre objectif, notre visée. Et si on la transpose dans la classe, donc, ce qu'on voulait, toute l'équipe ensemble, c'était d'amener l'élève à justement développer sa compétence numérique dans un contexte de littératie et par des pratiques pédagogiques qui ne seraient pas pensées, imaginées seulement par des universitaires ou seulement des praticiens-praticiennes, mais par la rencontre donc de didacticiens, didacticiennes, mais aussi et surtout d'enseignants, enseignantes qui sont quotidiennement investis de la mission d'enseignement-apprentissage. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 8 co-chercheurs praticiens-praticiennes. 8 co-chercheurs issus du milieu de pratique, donc 7 enseignants du secondaire et un enseignant du primaire. Pourquoi un enseignant du primaire? Parce que lorsqu'il a vu le projet, lorsqu'il en a entendu parler, ben, il a manifesté son intérêt très volontaire. Donc, on s'est dit, on va quand même s'intéresser à la clientèle adolescente dans son sens le plus large. Donc, on a ouvert en 6e année du primaire. Je vous présente ces enseignants-là parce qu'ils ont été des chercheurs au même titre que tous les autres chercheurs universitaires que vous rencontrerez un peu plus tard dans la présentation. Donc, tout d'abord, en français, Marc Filion de l'école secondaire Pointe-Lévis, 5e secondaire. Francis Girard, 3e secondaire, Marguerite de la Jemmeraie, Montréal. Samar Bessada, 5e secondaire au Villa Maria High School à Montréal. Et Nancy Gamache, 2e secondaire, École L'Odyssée à Québec. Donc, 4 enseignants de français, 2 enseignants d'univers social. Jean-Bernard Carrier, ici il y a une erreur, c'est premier en secondaire, il enseigne aussi en 2e. Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent dans la région des Lévis et Éric Bédard au Collège des Campagnons, ici à Québec, donc 3e secondaire. Et en art plastique, on avait une spécialiste d'art plastique qui a voulu participer au projet, Amélie Bernard de l'Académie Danton du Centre des services scolaires de Montréal. Et donc, cet électron un peu plus libre, Jean-François Mercure, 6e année, l'école primaire Saint-Jean-Baptiste, au Centre de services scolaires de la capitale. 8 chercheurs, chercheuses, praticiennes. Très important de le rappeler. Donc, pour accompagner ces gens-là dans les classes, alors toute une équipe vous le devinez, de professeurs universitaires impliqués en formation initiale et continue des maîtres. Donc, moi-même, évidemment, et des collègues de l'UQAR, Virginie Martel, Séverine Parent, Joannie Plot, des collègues de l'UQAM, Nathalie Lasselle, Monique Richard, Monique Lebrun, Sylvain Brem, désolé Sylvain, Martin Lalonde. Et ensuite, Sylvie, Cartier de l'UDM, et Éléonora Achera, qui était à l'UQAT au départ, mais qui est maintenant à l'UQAM aussi maintenant. Et bien sûr, on a profité aussi de nos échanges scientifiques qu'on a avec des collègues de l'international pour consulter, discuter, critiquer de notre projet avec des collègues de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, la HEP Vaud, et des collègues de l'Université de Côte-d'Azur. Donc, surtout, tout un bataillon d'anges que j'ai appelé des anges gardiennes, effectivement, parce qu'on a pu compter sur la collaboration là, de près d'une trentaine d'assistantes de recherche, chargés de projet, etc. Et plusieurs doctorantes. Je dis doctorantes parce que vous devinez qu'il n'y avait pas, évidemment, vous induisez qu'il n'y avait pas de représentant masculin. Et donc, plusieurs de ces doctorantes-là ont maintenant soutenu leur thèse, soit dit en passant, et qui sont même ont même accédé au rang de professeurs. Donc, on est très, très fiers de l'émulation qu'a généré le projet. On a donc ciblé des concepts. Moi, je suis un passionné d'épistémologie, donc je ne vous en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que ça intéresse vraiment pas tant de gens que ça, en tout cas du moins de façon explicite. Vous voyez les grands concepts qui étaient en jeu. Évidemment, la compétence numérique qui a été fort bien déclinée par le ministère de l'Éducation,
à la fin de la décennie précédente. Donc, on travaillait dans ce cadre conceptuel-là. Et nous, on amenait notre couleur plus pertinente, plus personnelle avec l'équipe, c'est-à-dire les compétences de littératie médiatique multimodale. Évidemment, comme on voulait développer des dispositifs pédagogiques, on s'est intéressé au concept de pratique pédagogique. Mais là où on ajoutait un concept très important, c'était celui de co-création. On a vu d'ailleurs dans la présentation précédente qu'il était question de co-création, cette fois-là peut-être avec davantage des professionnels, des gens issus de milieux très spécialisés. Nous, on restait donc en dynamique de co-création entre formateurs de maîtres et maîtres dans la pratique. Donc, j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, le rapport est très explicite à cet égard. La méthodologie qu'on a utilisée, donc, dans le projet multinumérique, ça a été et là, c'est moi qui est un peu coupable de ça, j'en prends le blâme. On a suivi de façon très systématique, voire intégriste, les grands principes de la recherche-action, tels que Gay et Prudhomme les ont fort bien mis en lumière en 2018. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était d'améliorer une pratique préexistante, donc enseignement du français, enseignement des arts, enseignement de l'univers social, donc histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, implication des acteurs du terrain dans sa conduite. Donc oui, évidemment, on se devait et on voulait absolument que les enseignants soient des co-chercheurs avec nous. C'était d'ailleurs souhaité et très recommandé de la part des mandataires de l'action concertée. Une suite itérative ensuite de 3 processus qui tournent autour de l'action, l'observation et la réflexion, et tout ça dans le but de produire de nouveaux savoirs et de développer des communautés d'apprentissage. Donc, on l'a suivi de façon très particulière, cette mise en application-là de la démarche méthodologique. Pour rendre ça plus concret, on a adopté une autre posture méthodologique qui, je parlais de co-création tout à l'heure en termes de concept, mais au-delà du concept, il y avait son opérationnalisation qui pouvait prendre forme dans une méthode qu'on appelle la méthode des 4 P, qui nous guidait dans la réalisation de portraits, la description critique du processus de co-création, portraits ethnographiques et socioculturels, j'ai oublié de le dire, description critique du processus de co-création, description, bien sûr, critique des projets, et bien sûr, dans les projets, on voulait amener les élèves à produire, à réaliser des médias, des objets, et ces objets-là devaient donc être d'essence numérique. Donc, tout ça dans un cycle de co-création où il y avait cette idée d'itération entre design, essai, analyse. Donc, ce cycle-là. Et ça nous a permis de co-créer, développer, éprouver, améliorer, transformer 8 dispositifs hybrides. On parle de dispositifs hybrides dans la mesure où chacun de ces 8 dispositifs didactiques-là intègre à la fois la compétence numérique, telle que promulguée par le ministère, et des éléments de compétences, certaines compétences de littératie médiatique multimodale. Évidemment, pour nous, la clé de voûte, c'était la capacité de transférer en classe, de transposer, la transposition didactique, mais même au-delà de la transposition, on visait même davantage, c'est-à-dire un transfert à plus large échelle. C'était notre objectif implicite. Donc, en termes d'années et de répartition du temps, vous voyez que la première année a été consacrée surtout au design, mais dès cette première année-là, on s'est mis en dynamique d'essai aussi, on s'est mis en dynamique d'analyse et on s'est mis en dynamique un peu plus tard, par les années qui ont suivi, donc d'itération, etc. Ce qui fait que même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les dispositifs sont encore une fois déployés cette année. Bon, on ne documente plus leur déploiement, mais ils poursuivent, ils sont lancés, si vous voulez, un peu comme des satellites qui tournent autour de la planète. Chacun de ces dispositifs-là est présentement
en tout cas pour la très grande majorité, sont réactivés encore au cours de l'année scolaire 24-25. Donc, c'est bien beau de vous parler de tout ça, mais de quoi il en ressort de façon plus systématique, concrètement? Alors, les 8 chantiers avaient les visées et surtout avaient la forme concrète suivante. Donc, tout d'abord, nous avons un premier chantier en 6e année qui voulait travailler sur le rapprochement entre culture contemporaine et, non pas culture contemporaine, mais entre réalité de la vie contemporaine et meilleure compréhension de la culture contemporaine autochtone. Donc, par toutes sortes de moyens très particuliers, les élèves de la classe de 6e année de Jean-François Mercure ont vécu une sorte d'immersion en culture autochtone tout au long de leur année scolaire. Donc, ils vivaient toutes sortes d'activités multimédiatiques qui leur permettaient, en bout de parcours, à la fin de l'année, de rendre compte de ce qu'ils avaient retenu, appris, des transformations, etc., qu'ils avaient vécues grâce à ce bain de culture autochtone. Nous avions ensuite une équipe qui s'est intéressée à l'utilisation de bandes dessinées historiques en enseignement-apprentissage de l'univers social en 3e secondaire. Toujours dans le même domaine disciplinaire, nous avions une équipe qui a permis vraiment d'améliorer de beaucoup une pratique qui était déjà préexistante, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait un enseignant qui faisait réaliser des atlas historiques à chaque année comme compte-rendu d'apprentissage de tout ce qui avait été vécu pendant l'année. Et on a donc accompagné cet élève-là, pas cet élève, mais cet enseignant-là, dans une transformation vers des espaces numériques. Ensuite, en art, on a travaillé, notre enseignante et l'équipe, la sous-équipe, si vous voulez. On était 8 chantiers, donc 8 sous-équipes, travailler la notion de cabinet de curiosité. Pour ma part, écoutez, dans la présentation, il y a des hyperliens. Je vous laisserai, étant donné que le temps file, là, je vous laisserai activer. Vous allez avoir accès à la présentation, donc vous pourrez activer les hyperliens. Vous pourrez voir le chantier sur lequel moi j'ai bossé davantage. C'est-à-dire qu'on a développé en 5e secondaire une interface d'autorégulation en révision textuelle pour les élèves. Donc, notre enseignant avait une préoccupation très, très particulière. Il s'intéressait à la transition. Il était préoccupé par la transition entre le secondaire et l'ordre collégial et trouvait que ses élèves n'avaient pas atteint un rendement suffisant, ou en tout cas, il cherchait une façon d'amener ses élèves à prendre davantage conscience de la correction de leur texte en vue des grands travaux qui allaient les attendre au collégial. Donc, on a développé lentement mais sûrement une interface d'autorégulation, donc un dispositif mobile asynchrone qui permettait aux élèves de monitorer leurs prestations en révision textuelle. Donc, si ça vous intéresse davantage, vous pourrez activer l'hyperlien. Trois derniers projets. Avec une enseignante de Villa Maria, on a travaillé la réception-production de narration nativement numérique. Alors ça, c'était vraiment une immersion dans la littérature, vraiment, vraiment dans la fiction numérique, donc qui n'était pas passée par une adaptation là, de l'analogique vers le numérique. Mais donc, l'enseignante a voulu travailler avec ses élèves aussi bien la réception de ces œuvres-là que la production aussi, par ses propres élèves de narration qui s'inscrivent là, d'abord et avant tout dans une perspective numérique. Ce qui amenait bien sûr la rencontre de toutes sortes d'univers, là, comme l'augmentation, comme la réalité virtuelle, etc. Un très beau projet en communication orale ensuite qui portait sur la ludification et la mythologie, donc qui a eu lieu à Montréal. Et enfin, je passe un petit peu vite, mais c'est pas par manque d'intérêt. C'est que c'est juste que le temps me glisse entre les doigts. Donc, il y a eu une augmentation. On a aussi, avec des élèves de secondaire 2, on a procédé à l'augmentation de romans imprimés.
Donc, l'enseignante, grâce à une technologie développée par son conjoint, dans un contexte professionnel distinct, donc, a amené des élèves à procéder concrètement à l'ajout d'éléments de réalité augmentée dans des ouvrages qui a priori, étaient donc des ouvrages analogiques. Bref, il y a une capsule qui résume, ici, là, vous avez l'hyperlien sur YouTube, vous avez accès à une capsule qui résume bien les 8 projets. Et si vous voulez en découvrir un plus en détail, je vous invite à activer l'autre hyperlien. Donc, résultats, parce qu'il me reste quoi, 6 minutes pour vous parler des résultats, c'est quand même très important parce que, en termes de résultats, on parle de 3 années de collecte de données, d'analyse de données, de traitement de données. Donc, c'est quand même important de vous présenter très rapidement ce qui ressort de la recherche. Bon, je vous parlais tout à l'heure qu'on a fait des portraits des milieux des élèves, portraits ethnographiques, sociographiques. Donc, on l'a fait. Donc, pour bien caractériser nos milieux assez différents, donc Montréal, Québec, adaptation scolaire, classe régulière, etc., accès aux technologies, dotation, etc. Donc, dans le rapport de recherche, vous avez beaucoup plus de détails sur ce que ça donne. Surtout, ben, vous devinez qu'on a fait une analyse critique des cycles de co-création de chacun des 8 chantiers. Donc, surtout les années 2 et 3. Donc, ça, on a porté beaucoup d'attention là-dessus pour essayer de comprendre comment chacun des cas, par la co-création, par la collaboration concrète au quotidien, prenait forme et qu'est-ce que ça donnait comme résultat là, au-delà des dispositifs développés. Donc, on s'est retrouvé à avoir une analyse de cas multiples et donc, on a analysé chacun des cas. Ce qu'on appelle une analyse micro, mais on a aussi fait une analyse transversale. Donc, on a essayé de voir des points de convergence, des forces, des difficultés, des écueils qui ont émané des 8 expériences. Hein, c'est comme ça qu'il faut le décrire. 8 expériences de co-création de dispositifs mettant en scène la compétence numérique et les compétences de littératie contemporaine. Et donc, je vais m'attarder surtout sur 4 résultats macro. Pour les résultats micro, ben, encore une fois, je vais vous inviter à aller voir le fameux rapport qu'on a déposé en mai dernier. Donc, premier résultat qui a émané là, de toute notre analyse, la quantité astronomique de données, on s'est aperçu que le statut de chercheur praticien en éducation, qui demeure possible seulement dans des contextes très, très, très particuliers de soutien financier, comme l'action concertée l'a permis, ben, c'est extrêmement rentable. C'est extrêmement rentable pour un système éducatif d'avoir des enseignants qui sont dans le milieu de pratique, mais qui aussi ont une double posture et qui les amènent à faire donc des allers-retours incessants entre leur vécu quotidien d'enseignement-apprentissage et ce que la recherche en enseignement-apprentissage peut apporter, en éducation aussi de façon plus large. Donc, on s'est aperçu que ça facilitait évidemment le transfert des connaissances. C'était surtout extrêmement stimulant pour l'engagement professionnel. Vecteur majeur de stimulation de l'engagement. On a eu 8 enseignants qui se sont dévoués pendant 3 ans de façon sans reconnaissance financière, sans dégagement autre que ceux qu'on avait pu budgéter. En contexte, Marie en a parlé tout à l'heure, de COVID, c'est incroyable là, comment ces gens-là se sont engagés. Donc, il y a là une plus-value symbolique qui est extraordinaire pour un enseignant, une enseignante, et qui permet donc, en plus de développer des expertises très, très, très riches, indispensables pour le développement des dispositifs. Et autre effet, évidemment, lié à ce statut-là, c'est que aussi, ça permettait de valoriser de façon... c'est un accélérateur de valorisation de la recherche in situ. Donc, oui, dans les classes ciblées, dans les 8 chantiers, mais vous devinez que
la contamination, pour reprendre une mauvaise analogie, se répandait au niveau des autres collègues, au niveau des écoles, voire même des centres de services scolaires. Hein. On a été approché, par exemple, par des écoles, le fameux dispositif d'autorégulation. On est passé d'un contexte où il y avait 3 classes de secondaire 5 à l'année suivante 6 classes, tous les élèves de secondaire 5, à l'année d'après, l'ensemble de l'école de 3000 élèves, où là, tous les profs de français ont été incités à adopter. Donc, vous voyez comment, là, le besoin de rapprocher recherche en éducation, recherche en didactique et pratique, ça pouvait être pertinent. Deuxième résultat macro, la pertinence de la co-création. Alors, c'est un levier didactique très important qui crédibilise la transposition des dispositifs. Ça permet une feuille de route rigoureuse qui permet aussi, ça nous donne une ligne de conduite, ce dispositif de co-création-là. Donc, ça nous oriente dans le temps, dans l'espace, ça nous oriente didactiquement aussi. Et ça nous a permis de répondre à un besoin ciblé par l'action concertée, c'est-à-dire quelles sont les pratiques stimulantes. Vous en avez maintenant 8 exemples de pratiques qui donnent des résultats concrets. Comme le temps est presque échu, j'évoque rapidement mes deux derniers résultats macro, nos deux derniers résultats macro. C'est d'un point de vue un petit peu plus épistémologique, vous le devinerez, mais il y a un paradoxe entre les compétences dites numériques et les compétences de littératie. Le paradoxe est le suivant, c'est que leur mobilisation dans des dispositifs en classe auprès des élèves et dans des contextes d'enseignement-apprentissage variés, c'est assez simple à faire. Tu sais, de mobiliser là, les compétences, mais de déterminer, puis on avait cet objectif-là, nous, on voulait déterminer les indices de développement ou d'acquisition, si vous le voulez, de ces compétences-là. Là, c'est devenu absolument impossible à faire, étant donné que chaque cas avait ses propres spécificités. Donc, même si on avait des systèmes de compétences qui pouvaient être transposés d'un contexte à l'autre, ça devenait très, très, très difficile de simplement s'entendre sur des indicateurs. Parce qu'on avait cette idée-là qu'on parviendrait à avoir des indicateurs de développement des compétences, aussi bien numériques que de littératie. Donc ça a été, on est obligé de dire qu'on n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Peut-être qu'en contexte non pandémique, on aurait pu travailler davantage là-dessus, mais vous devinez que là, avec les contraintes d'horaire, d'organisation, ça devenait pratiquement impossible là, de réussir à dégager les enseignants pour réfléchir à ces questions-là de façon plus concrète. Puis, je vais terminer avec un dernier résultat qui est un problème là, de conceptualisation puis d'articulation des compétences. La compétence numérique, pour l'instant, telle qu'elle est formulée par le ministère, évacue la notion de transaction sociale du sens, qui est intimement liée à la notion de littératie. Donc, on parle d'une compétence numérique. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de plusieurs compétences? Est-ce que ce n'est pas une compétence de littératie qui devrait être plus macro? Donc là, ce sont plus des enjeux qui dépassent le quotidien de la classe. C'est plus à l'échelle là, de la société que doit se faire ce débat. Je vous invite enfin à aller consulter le rapport qui est disponible. Vous avez déjà l'hyperlien dans le chat et je m'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi à profboutin@gmail.com. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et je demeure maintenant disponible pour d'autres questions, discussions, etc. Je vous remercie pour ces échanges extrêmement enrichissants. On en a tous bien pris note. Donc, on va commencer la conclusion, en fait, de cette rencontre. Donc, je vais d'abord remercier nos chercheurs et chercheuses pour votre participation aujourd'hui. C'est extrêmement important.
Merci également à nos partenaires qui ont rendu possible le financement de ces recherches fort intéressantes. Et merci aussi hein, au public bon, pour ces quelques questions qui permettent toujours d'aller un peu plus loin ou de voir ce qui intéresse les milieux utilisateurs de la recherche. Les présentations ont été enregistrées et seront accessibles sur le site web du Fonds de recherche du Québec en vous rendant sur la page des projets présentés. Ces enregistrements seront disponibles d'ici quelques jours. Et vous retrouverez dans le même espace les rapports de recherche qui sont tous téléchargeables gratuitement et qui vous permettront sans aucun doute d'en apprendre davantage. Nous vous transmettrons également un sondage de satisfaction et nous vous prions bien de le remplir. Vos rétroactions nous aident à améliorer nos processus et à mieux accompagner nos équipes de recherche pour répondre à vos attentes et vos besoins. Pour finalement, je pourrais laisser le mot de la fin à Caroline qui a eu l'honneur de suivre ces projets depuis leur tout début. Caroline, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. À mon tour, évidemment, de procéder aux remerciements. Au nom du ministère de l'Éducation, j'aimerais remercier d'abord Valérie Beausoleil et Audrey Asselin du Fonds de recherche du Québec pour l'animation et l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Ils ne sont pas ici, mais je voudrais également remercier mes collègues de la Direction du développement de la culture numérique, non, de la DDCN, pour l'organisation de la Journée du numérique en éducation et en enseignement supérieur, tout particulièrement Julie Michel. Évidemment, je veux remercier chaleureusement Mme Alexandre, Mme Tremblay-Wragg et M. Boutin, de même que vos équipes respectives, même si elles ne sont pas toutes là aujourd'hui, je sais que ça implique beaucoup de personnes, dont les chercheurs praticiens, justement. Là. Donc, merci pour votre grande générosité dans le partage des résultats de vos recherches. Je suis convaincue que vos travaux vont des retombées certaines, tant au ministère de l'Éducation que le ministère de l'Enseignement supérieur. Puis merci de mettre en lumière et de faire ressortir tous les avantages et toute la richesse aussi en termes de retombées que la recherche-action peut apporter autant dans les milieux de recherche que les milieux de pratique. Merci également aux participants. Évidemment, votre présence aujourd'hui témoigne d'un intérêt réel pour la recherche en éducation. Je salue votre curiosité par le fait même pour votre engagement envers la réussite de nos élèves et de nos étudiants au Québec. Je rappelle que tous les participants inscrits aujourd'hui à l'activité recevront par courriel l'annonce du dépôt sur le site YouTube du Fonds pour visionner en différé l'activité de cet après-midi. Finalement, avant de vous libérer, de vous quitter, j'en profite pour vous mentionner qu'en plus des activités de transfert, il y a des outils de vulgarisation des résultats de recherche financés par le ministère qui sont disponibles et offerts gratuitement. Si vous voulez être tenu informé quant à ces outils, de même que vos prochaines activités de transfert, je vous invite à vous abonner en fait à notre infolette qui est nommée Infotransfert par le biais du lien qui sera ajouté. Je ne sais pas si Audrey va être en mesure de le faire, mais voilà, pour vous abonner à notre infolette. Donc, vraiment, là, ceci conclut vraiment mon mot de la fin. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à penser à ce que vous retenez des présentations ce matin pour déjà créer une amorce d'action sur la façon dont les travaux présentés aujourd'hui pourront vous être utiles dans votre travail, quelle réflexion ils suscitent, de quelle façon ils pourraient nourrir votre pratique. Donc, puis, comme Valérie l'a mentionné, mais évidemment, je vous invite aussi à aller lire les rapports des chercheurs. Donc, encore une fois, merci beaucoup et surtout, bon dîner.